Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation du rapport du groupe de travail Migration et Asile de l'Institut Jacques Delors, intitulé Migration, Asile, Mobilité et Intégration en Europe, indissociables valeurs communes. Donc, je suis Benjamin Couteau, assistant du groupe de travail qui a rédigé ce rapport et je suis ravi d'animer ce webinaire depuis Paris avec à mes côtés Jérôme Vignon. Jérôme Vignon qui est coordinateur du groupe de travail et qui est également conseiller à l'Institut sur les questions migratoires et d'asile. Et depuis Bruxelles, où nous retrouverons Jean-Louis Debrouwer, l'un des contributeurs à ce rapport, et également directeur du programme Affaires européennes de l'Institut Egmont. Donc, avant toute chose, nous souhaitions remercier, outre Jérôme et Jean-Louis qui ont contribué à ce rapport, celles et ceux qui, contributeurs ou non, ont donné corps par leur engagement au sein du groupe de travail au rapport donc, que nous allons présenter. Donc, je vais les citer, Corinne Balex, qui est précédemment chargée de la politique migratoire européenne au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Giulio Di Blasi, directeur Europe du Global Refugee Sponsorship Initiative Refugee Hub, Yves Pasco, chercheur senior associé à l'Institut Jacques Delors sur les questions migratoires et d'asile, Lucas Rache, chercheur au Jacques Delors Center de Berlin et spécialiste de ces questions, Alain Régnier, préfet et délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés, Henk van Gouthem, finalement, qui est juriste au Conseil du contentieux des étrangers de Belgique. J'introduirai simplement ce webinaire en rappelant que le plus brûlant des dossiers sur la table des négociations au Conseil de l'Union européenne, dont la France vient de prendre la présidence tournante, est aujourd'hui sans doute le pacte sur la migration et l'asile. Ce nouveau pacte, proposé il y a maintenant 1 an et demi, presque, par la Commission européenne, tente en effet par un jeu d'équilibristes à ne pas reproduire chez soi, aménager, États membres dits de première entrée et États membres réticents à accueillir sur leur sol des personnes en quête de protection internationale, en appelant à la responsabilité des premiers et à la solidarité des seconds. Le rapport que Jérôme Vignon et Jean-Louis Debrouwer vont présenter ce matin invite en particulier les décideurs politiques européens et nationaux à se saisir des quelques avancées que permettrait ce nouveau pacte pour se rapprocher des valeurs qui fondent notre Union, valeurs trop souvent mises à mal par les dérives dans l'application du droit existant. Les recommandations pour les contributeurs à ce rapport s'inscrivent en effet non seulement dans le cadre des négociations au Conseil, mais sous-tendent également une réflexion plus large sur le nécessaire retour aux valeurs auxquelles ont souscrit les États en adhérant à l'Union européenne. Ces valeurs communes sont illustrées ici par notre capacité à mieux intégrer les personnes arrivées récemment sur notre territoire, à définir un socle de règles communes en matière de migration légale de travail, à progresser sur la réinstallation et l'admission humanitaire et à créer un espace commun de l'asile à l'échelle européenne. Je vais maintenant laisser la parole à nos deux intervenants pour présenter ces différents aspects du rapport et les enjeux que ceux-ci soulèvent. Je vous rappelle que vous pouvez finalement tout au long de ce webinaire poser vos questions à l'aide de l'outil questions-réponses et je les transmettrai à nos intervenants lors d'une session questions-réponses à la suite de leur présentation. Jérôme, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Benjamin. Je voudrais peut-être, pour présenter ce rapport que nous avons remis le 6 décembre dernier à Emmanuel Macron en personne, à l'occasion du 25e anniversaire de l'Institut Jacques Delors, peut-être un peu insister sur cette dimension de valeur que, Benjamin, vous avez saisie. Le titre du rapport paraît de manière un peu énigmatique, je le rappelle, Migration, asile, mobilité et intégration en Europe, indissociables valeurs communes. Alors pourquoi cette insistance sur les valeurs? Serions-nous devenus une organisation non gouvernementale militante, versée dans le plaidoyer? Exprimerions-nous essentiellement des convictions personnelles? Non, il faut bien insister sur le fait que nous travaillons pour l'Institut Jacques Delors, c'est un think tank, et nous essayons de nous placer dans la situation politique, de contrainte, de responsabilité où se trouvent en particulier les dirigeants, les responsables. Et si nous avons usé de ce terme de valeur, c'est peut-être pour rappeler qu'à la source des politiques, et dans le cas de l'Union européenne, il s'agit de politiques qui sont fondées sur le droit, qui s'appliquent à travers le droit, il y a en effet des principes et des valeurs. Et nous insistons peut-être sur le terme indissociable parce que c'est la cohérence entre ces valeurs qui sous-tendent les politiques et les législations de l'Union, particulièrement dans ce domaine extrêmement humain, extrêmement sensible des migrations et l'asile. C'est cette cohérence qui est la garantie du succès ou qui peut être l'explication des dysfonctionnements auxquels on assiste.
Et il faut bien parler du dysfonctionnement. Notre groupe de travail qui s'exerce depuis plus de 2 ans à observer, à scruter la politique européenne en matière de migration et d'asile, est parti d'un constat, à la veille de la présidence française de l'Union européenne, qui est pessimiste. Et il faut l'être, étant donné ce que l'on observe. Ce que l'on observe, et sans doute Jean-Louis de Brouwer y reviendra-t-il, c'est d'abord que les négociations sur le nouveau pacte pour l'immigration et l'asile promu par la Commission européenne en 2020 sont vraiment dans l'impasse et le terme est faible. Nous avions posé quelques espoirs, nous avions salué ce nouveau pacte, mais force est de constater, en le tournant dans tous les sens, que malgré le travail normal des institutions, le Parlement et le Conseil, il y a peu d'espoir qu'il puisse être adopté, en tout cas sous cette forme, avant longtemps. Mais ce n'est pas seulement l'impasse de ces négociations que nous devons inscrire dans le diagnostic à la veille de la présidence française, maintenant nous y sommes, c'est aussi des faits qui sont plus troublants, c'est l'arrière-plan politique sur lequel cette impasse se développe ou persiste. Et 2 points méritent l'attention quand on est un think tank. Le premier, c'est que les conditions dans lesquelles s'applique l'acquis communautaire, je disais que les politiques d'immigration et d'asile sont basées sur du droit, et l'acquis communautaire, c'est le socle des droits. Il date en gros de 2013. Cet acquis s'exerce aujourd'hui sur un mode dégradé, c'est-à-dire qu'on peut constater que dans de nombreux domaines, ce n'est pas exactement la législation en matière d'asile, voire en matière de libre circulation qui s'applique, mais ce sont des comportements qui prennent leur liberté et qui ne sont pas assortis des sanctions comme ils devraient l'être dans l'état de droit européen. C'est ainsi qu'on a constaté que l'application des mesures d'accès et d'accessibilité de nos frontières souffrait de nombreuses entorses. Je ne parle pas seulement des pushbacks, mais du fait que malgré les aides européennes, des pays de première ligne ne mettent pas en œuvre toutes les mesures qui seraient nécessaires pour accueillir et traiter correctement les demandes, y compris pour les personnes qui sont en situation irrégulière. Ce sont même les cours nationales qui appliquent de façon de plus en plus sévère les conditions d'accès à la protection, notamment en matière de regroupement familial. Ce sont des accords passés avec des pays comme la Turquie et la Libye pour s'assurer que les migrants qui pourraient demander et obtenir une protection n'atteignent pas l'Union européenne. Ce sont un ensemble de signes qui nous montrent que quelque chose ne tourne pas rond dans la mécanique européenne sous l'angle particulier des politiques et des législations qui constituent le corpus mis en place depuis Tampere, c'est-à-dire depuis une trentaine d'années. Alors, avec ce second point, on touche déjà les valeurs. Parce que le corpus des valeurs qui sous-tendent le droit depuis Tampere, depuis la fondation des politiques européennes d'asile et d'immigration, elles sont basées sur un équilibre entre, d'un côté, la sécurité des frontières. Les Européens ont le droit qu'à leurs frontières, les passages soient scrutés, que tout le monde ne puisse pas rentrer, qu'il y ait des contrôles, ceci est parfaitement légitime. Mais ceci est contrebalancé par la disponibilité de l'Union européenne à accorder sa protection, selon la Convention de Genève, à ceux qui le méritent. Et c'est cette tension entre le droit des Européens à la sécurité à leurs frontières et le droit de l'Europe et sa responsabilité d'accueillir ceux qui sont au sens de la Convention de Genève, des potentiels réfugiés, des gens qui souffrent de manière politique dans leur pays. C'est cette tension qui est déséquilibrée en faveur de la simple sécurité et au détriment de la protection. Et le troisième élément de constat qui nous a touchés, c'est qu'il est plus récent, et on l'a vu à l'occasion de la pandémie, c'est que les conditions de fonctionnement de l'espace Schengen, l'espace de la libre circulation, sont devenues problématiques. On a vu en particulier que le recours au rétablissement des frontières intérieures, c'est-à-dire à la limitation de la libre circulation, s'est fait très souvent en ordre dispersé, voire de façon discriminatoire, sans qu'on ait du tout l'impression qu'il y ait un maître du jeu, un chef d'orchestre, notamment dans la personne de la Commission, pour s'assurer que les règles sont correctement appliquées et de la même manière par tous. Et là, on retrouve aussi des valeurs, car il ne faut pas oublier que l'espace Schengen de libre circulation a pour corollaire le règlement de Dublin. Schengen et Dublin, c'est-à-dire l'accord sur les conditions de répartition de la responsabilité de la prise en charge des demandeurs d'asile,
L'un ne va pas sans l'autre. Il n'y aurait pas la libre circulation si on ne se mettait pas d'accord sur les conditions dans lesquelles les demandeurs d'asile doivent être pris en charge par un pays de l'Union et pas par plusieurs. Sans Schengen, il n'y a pas Dublin, et sans Dublin, il n'y a pas Schengen. Donc, un dysfonctionnement sur Schengen, tel qu'on l'a observé en 2021, c'est aussi une menace sur Dublin et vice-versa. Et donc, c'est à partir de ce constat que nous nous sommes dit, les valeurs se tiennent, et en particulier la liberté de circulation, valeur cardinale de l'Union européenne, ne va pas sans l'exercice solidaire, la solidarité face au droit à la protection. Donc là aussi, on a un relâchement, et c'est dans ce relâchement que l'Europe perd, elle risque de perdre ce qui sont les objectifs de cette cohérence de valeurs, à savoir d'une part l'organisation d'une respiration à long terme en matière de migration. La migration est une respiration nécessaire à l'Union et à ses partenaires, bien entendu, et aussi, je dis, l'équilibre entre libre circulation, liberté et solidarité en matière d'asile. Alors, comment, en tant que think tank, être utile dans cette circonstance? Comment dire des choses qui, à la fois, s'adressent à l'opinion publique pour lui dire « attention, il y a déviance par rapport à ce que nous avons souscrit en termes de cohérence de valeurs et sources du droit, et en même temps au gouvernement, au Parlement, qui, eux, doivent faire progresser des négociations. » Alors, nous avons choisi 4 points d'application, qui sont autant d'articles dans ce rapport, et je regarde maman pour voir si je suis toujours dans les temps, Benjamin. Oui, alors je suis toujours dans les temps. Et ces 4 points d'application sont autant de manières de dire que cette tension des valeurs, elle est parfaitement jouable, elle pourrait être mieux jouée. Ce n'est pas quelque chose d'insurmontable, on ne demande pas la Lune, mais en revenant à cet équilibre des valeurs du traité, on pourrait trouver des solutions à ce qui, pour l'instant, nous rend les choses difficiles. Alors, le premier point d'application, nous le devons au préfet Alain Régnier, ce n'est pas n'importe qui, c'est celui qui, en France, est en charge de toute la coordination des politiques publiques en matière d'intégration. Et dans son texte, on s'aperçoit, il est consacré à montrer les conditions dans lesquelles fonctionnent en France et en Europe les politiques d'intégration, c'est-à-dire les politiques d'accueil, d'acclimatation, d'inculturation, une fois que les personnes sont rentrées en France et en Europe et ont obtenu une autorisation légale de séjour. Comment ça se passe? Comment s'ingénie-t-on à faire réussir leur entrée, tant pour eux, toutes ces personnes, que pour les populations qui les accueillent? Eh bien, on constate, lorsqu'on découvre les textes et les réalisations d'Alain Régnier, que même un pays comme la France, qui est réputé avoir une grande frilosité, c'est ce qu'on entend à longueur de campagne, n'est-ce pas, vis-à-vis des personnes étrangères, lorsque on se donne la peine, notamment au niveau local, territorial, en mobilisant les universités, les écoles, les entreprises, toutes sortes d'acteurs dont ce n'est pas le métier principal de s'occuper de l'intégration des migrants, si on les mobilise, si on les associe, si on fait avec elles, et notamment en impliquant fortement les collectivités territoriales, on arrive à des résultats très intéressants, et pour les personnes immigrées, et pour les populations locales. Notre deuxième point porte sur ce que j'ai appelé la respiration. L'échange de population, immigration et migration, entre l'Union européenne et ses partenaires, notamment partenaires du Sud, mais pas seulement, fait partie du devenir politique, démographique, social, culturel de l'Europe à long terme. C'est ce que disait par exemple la présidence portugaise quand elle a pris en charge au premier semestre de 2021 ce fameux pacte. Elle disait l'immigration, l'asile, c'est une respiration, et je pense que c'est une très belle image. Eh bien, Yves Pasquot, à travers son texte qu'il a intitulé « Un pas de côté », nous montre comment, si on regardait l'organisation de l'immigration légale comme étant une responsabilité de l'Union européenne et pas l'addition d'une responsabilité de 27 États, comment, en agissant de cette façon, je crois que Yves Pasquot fait partie de ceux qui nous écoutent et pourra préciser son propos, il nous montre qu'en regardant la collectivité européenne, l'espace politique et culturel européen, économique et social, comme un tout, on pourrait donner beaucoup plus de visibilité du point de vue des candidats à l'immigration en Europe et en même temps, du coup, beaucoup mieux réguler et donc réduire l'immigration irrégulière qui est une des plaies de la gestion de l'asile
aux frontières de l'Union européenne aujourd'hui. Il le fait en regardant deux composantes, l'unification des conditions d'octroi de l'immigration, des visas d'immigration légale pour le travail et la résidence, et aussi une proposition qui est plus audacieuse, qui peut revenir après cela, celle qui consisterait à donner a priori à des candidats au départ et qui ne sont pas encore arrivés sur le sol de l'Union européenne, la possibilité d'y venir chercher un travail, même s'ils n'ont pas encore trouvé un employeur. Je ne vais pas dans le détail, mais ce serait une façon vraiment assez radicale de lutter contre l'immigration illégale, qui est en partie nourrie par le fait qu'il faut être en Europe pour pouvoir obtenir un permis de travail. Donc, pour beaucoup, ça veut dire rentrer illégalement. Le troisième point d'application est beaucoup moins connu, mais il est fondamental du point de vue des valeurs, qui régule, qui rapporte l'Union européenne au monde entier. Et il est soulevé par Lucas Rache. Lucas Rache, c'est un membre de notre groupe, membre allemand, et qui appartient à l'Institut Jacques Delors Ernie de Berlin, et qui, comme c'est souvent le cas pour les chercheurs en Allemagne fédérale, a une grande sensibilité pour la dimension proprement humanitaire de la politique. Et son article est entièrement consacré à la question peu connue de la réinstallation. Qu'est-ce que c'est la réinstallation? C'est le processus qui est international, mais aussi normalement ordonné à l'échelle européenne, pas assez ordonné, et qui permet à des États membres de l'Union européenne de se déclarer volontaires pour réinstaller sur leur sol des personnes qui sont sur des camps à l'extérieur, par exemple autour de l'Afghanistan, ou par exemple en Syrie, ou au Liban, ou en Turquie, et qui sont des camps en général gérés par le HCR, le commissaire aux réfugiés, et réinstaller donc des personnes qui ont le statut de réfugiés, mais qui, dans les camps où elles se trouvent, n'ont plus aucune chance de progresser. Et là, évidemment, améliorer ces conditions de la réinstallation, prendre davantage de risques à leur égard, mieux annoncer la couleur ensemble en tant qu'Européens, c'est aussi une manière de beaucoup mieux coopérer avec le HCR, qui est l'agent fondamental de régulation de l'asile, et je dirais à l'échelle mondiale. Donc, c'est ce que propose, et il fait des propositions pour la présidence française, notre ami Lucas Rache, que je salue, je ne sais pas s'il est avec nous. Quant au dernier point d'appui, il est directement lié à la poursuite des négociations sur le pacte asile-migration dans le cadre de la présidence française. Je ne vais pas beaucoup m'y étendre, puisque je compte sur Jean-Louis, qui est co-auteur avec moi, pour nous expliquer ce que sont nos propositions. Grosso modo, elles partent effectivement d'un constat réaliste. Le pacte est bloqué, malgré l'énergie qu'y ont mis les présidences successives, allemandes, portugaises et slovènes. Et la France arrive sur un champ de grand découragement, de grand pessimisme, y compris du point de vue des spécialistes, des diplomates qui s'y consacrent. Alors, que faire? Comment revenir aux sources, finalement, qui rattachent Dublin et Schengen, puisque nous sommes dans une double interrogation sur ces deux blocs de notre traité. Et je vais donc donner la parole à Jean-Louis, s'il est prêt, pour nous introduire à ces propositions pour la présidence française du point de vue comment poursuivre sur le pacte migration et asile. Merci à toi, Jean-Louis. Merci beaucoup, Jérôme, et merci à l'Institut Jacques Delors de m'avoir invité à participer à cette présentation. Je ne suis jamais qu'un des co-auteurs des articles qui figurent dans ce rapport. J'ai été très honoré de pouvoir y participer. Et ce que j'apprécie beaucoup dans cette approche horizontale de l'Institut Jacques Delors, c'est qu'elle nous rappelle que la question migratoire et la question de la mobilité, c'est bien autre chose que le pacte dont nous allons un peu parler pour l'instant. Ce rapport rappelle et attire l'attention d'une part sur le caractère multidimensionnel de l'enjeu de la mobilité, je parlerai de mobilité en général, et d'autre part, et là je ne peux que rejoindre Jérôme dans son introduction, elle nous ramène à ce qui est absolument fondamental lorsque l'on approche ces questions, à savoir à la dimension humaine qui doit être au centre de toute démarche analytique ou opérationnelle abordant la question de la migration en général. Je voudrais peut-être commencer par 2 ou 3 considérations liminaires.
Notre article est notamment inspiré par les résultats d'une conférence que l'Institut Egmont a organisée avec le réseau Odysseus et à laquelle vous, Jérôme, et vous, Benjamin, avez participé au début du mois de septembre, dont le titre se voulait un peu provocateur, le nouveau pacte sur l'immigration et l'asile, mort ou vivant. Alors, ça nous avait valu un retour de flamme du représentant de la commission qui avait trouvé que, bon, enfin, il fallait quand même pas être trop pessimiste, qu'au contraire, le moment du volontarisme politique était plus que jamais nécessaire et qu'il était important que les observateurs ne se laissent pas emporter par cette vague de découragement. 6 mois après, le constat de mort clinique ou de mort cérébrale, pour reprendre une expression célèbre du président de la République française, c'est la présidence française qui le pose. C'est la présidence française qui le pose. Lorsqu'elle présente son programme pour les 6 mois à venir, elle part du constat qu'aucun progrès ne pourra être accompli sur le pacte tel qu'il a été proposé par la Commission, et elle en tire la conclusion, et je reviendrai dans un instant, qu'il faut définir une approche alternative. Et elle annonce sa volonté et sa détermination de se consacrer à la définition de cette approche alternative et à son acceptation par les États membres réunis autour de la table au sein du Conseil. Donc le constat, il est là, il est partagé, il est maintenant officiel. Deuxième type de considération. Lorsque le pacte a été présenté, vous l'avez rappelé, Benjamin, il y a 1 an et demi de cela, beaucoup d'observateurs se sont étonnés de 2 absences dans les propositions de la Commission. Premièrement, rien n'était dit sur Schengen. Rien n'était dit sur Schengen. La réponse de la Commission à cet argument était de dire que le pacte, c'était une piste, c'était un enjeu, Schengen, c'était un autre enjeu, que les deux ne devaient pas se polluer mutuellement et que des propositions spécifiques relatives à Schengen seraient déposées ultérieurement. Nous étions nombreux, notamment pour les raisons historiques liant Schengen et la migration et l'asile que Jérôme a rappelé, à être extrêmement sceptiques par rapport à cette volonté de dissociation de la Commission. Les propositions relatives à Schengen ont entre-temps été déposées, elles datent du mois de décembre de l'année dernière, et surprise, la connexion entre Schengen et la mise en, ou en tout cas certains aspects du pacte, notamment tout ce qui touche au contrôle aux frontières extérieures, est évidente à la lecture de ces propositions. Deuxième grande absence dont beaucoup d'observateurs s'étaient étonnés, pas un seul mot à propos de la migration légale. Et évidemment, je suis personnellement très heureux que Yves Pascoe ait abordé cette question dans son article qui figure dans ce rapport. Pas un seul mot. La réponse de la Commission était oui, mais enfin, bon, c'est un sujet délicat, nous devons encore l'approfondir, nous devons notamment procéder à une évaluation, à une étude d'impact de l'ensemble des législations applicables pour le moment. Et une fois que cet exercice de réflexion interne sera accompli, nous viendrons avec des propositions. Nous sommes 1 an et demi après le pacte. Aucune proposition à l'horizon et si l'on scrute le programme de travail de la Commission pour 2022, rien non plus ne s'annonce en la matière. Donc ces absences sont toujours là pour l'instant et manifestement, elles témoignent ces absences et ces fausses connexions, elles témoignent d'un périmètre de réflexion, d'un périmètre qui n'est pas consistant, qui n'est pas cohérent. Alors bon, je ne vais pas revenir sur les développements de notre article à Jérôme et moi, nous expliquons un certain nombre de raisons pour lesquelles le pacte est bloqué pour l'instant et nous proposons peut-être quelques pistes de sortie, notamment une sur laquelle je reviendrai dans un instant. Mais entre-temps, la présidence française a débuté et a annoncé son programme. Alors, quelques mots sur les initiatives d'ores et déjà prises et annoncées par la présidence française. Donc, je le disais tout à l'heure, un réalisme absolu quant à l'impossibilité de faire quelques progrès de substance que ce soit sur le pacte, mais la proposition d'une nouvelle méthode alternative, d'une approche par petits pas, assez complexe à comprendre, probablement assez complexe à mettre en œuvre, qui a été présentée aux ambassadeurs, qui reviendra sur la table des ministres à l'occasion
conclusions de la réunion ministérielle informelle de Lille, mais qui témoigne en tout cas d'une créativité et d'un volontarisme bienvenu dans le chef de la présidence française. La présidence française, d'ailleurs, qui insiste beaucoup sur le fait qu'il faut arrêter de s'obnubiler par la parenthèse des présidentielles. L'ambassadeur Lévis-Costa, dans toutes ses interventions, insiste sur le fait que les travaux techniques sont bel et bien programmés sur 6 mois à Bruxelles et que le déroulement de cette double échéance électorale en France n'aura aucun impact sur cette programmation et sur l'engagement de la présidence. Je dirais que si la présidence parvient au terme de ces 6 mois à avoir mieux précisé cette approche, l'avoir mis sur les rails et avoir lancé le train de cette nouvelle démarche, ce sera déjà un succès significatif pour la présidence française. Deuxième priorité connexe, clairement Schengen. Là, pas l'ombre d'un doute, c'est la question de la gouvernance de Schengen et il n'est pas très clair de se rendre compte dans quelle mesure la France, quand elle parle de la gouvernance de Schengen, va s'inspirer de ce que la Commission a mis sur la table au mois de décembre, par contre, pardon. Mais ce qui est intéressant, c'est que manifestement, l'approche française consacre quelque chose que l'on a vu vraiment un phénomène que l'on a vu, j'allais dire, revenir en pointe, être mis en exergue à l'occasion de la pandémie et de ses conséquences, c'est la reprise de contrôle par les États membres de Schengen, de l'espace de Schengen, tant en ce qui concerne le contrôle de la frontière extérieure que les modalités de contrôle ou de rétablissement temporaire des contrôles aux frontières intérieures. Donc, clairement, ce qu'annonce la présidence française, c'est un retour à un Schengen extrêmement intergouvernemental et l'on voit là un signe, un phénomène, une traduction de ce qui a été clair dès le début de la pandémie, c'est-à-dire un retour en force de l'État dans l'exercice de ses prérogatives régaliennes qui tiennent notamment à un contrôle accru à l'accès à son territoire et cela a sans doute un effet en retour sur le débat relatif à la migration, tout en conservant à l'esprit que Schengen reste pour l'opinion publique européenne et la libre circulation, un des acquis les plus importants, au même titre que l'euro, les plus tangibles de la construction européenne jusqu'à présent. Et je reviens à la tension sur les valeurs qu'évoquait tout à l'heure Jérôme dans son introduction. Retour donc de l'intergouvernementalisme, reprise en main de la politique migratoire par les États, qui s'illustre également dans ce qui a d'ores et déjà été décidé, c'est-à-dire la mise en place de ce mécanisme de coordination dans la gestion des relations extérieures avec les pays, des relations avec les pays tiers en matière migratoire, un nouveau mécanisme illustré par l'acronyme à peu près incompréhensible des MOCADEM, mais qui est clairement une reprise en main de cette dimension de la politique migratoire par les États membres et plus particulièrement au sein des États membres par les ministères de l'Intérieur. Donc clairement, la présidence française sera une présidence marquée du sceau de l'intergouvernementalisme et l'on voit là aussi d'une certaine manière la traduction d'un phénomène que nous avons illustré, Jérôme et moi, dans notre contribution, c'est-à-dire l'effacement du rôle de la Commission dans ce dossier, que ce soit en termes d'initiative, de proposition, ou que ce soit en termes, j'allais dire, de tentative de définition d'un compromis. La Commission paie le prix de la méthode qui fut la sienne dans l'élaboration du pacte sur les migrations. Effacement aussi peut-être, attention, c'est encore un enjeu qui doit être gardé à l'esprit du Parlement européen, parce que mine de rien, quand on voit ce que la proposition de la présidence française, la nouvelle proposition d'approche progressive de la présidence française présuppose, on se demande quand même où est le Parlement européen là-dedans, puisque cette approche graduelle impliquera des bribes et morceaux de propositions législatives d'ores et déjà déposées par la Commission et qui se trouvent être sur la table du Parlement européen. Alors, face à ce blocage, nous avons évoqué dans notre document, Jérôme et moi, la possibilité d'avancer par groupe. De pratiquer en matière d'immigration et d'asile le mécanisme de l'intégration différenciée qui a été abondamment utilisé par l'Union européenne à diverses phases de sa construction et dans bien d'autres domaines que ceux de la mobilité. Évidemment, les professionnels de la question de la migration, quand on parle d'intégration différenciée, ont tout de suite l'espace Schengen en tête, mais on retrouve des mécanismes d'intégration différenciée dans bon nombre de domaines des politiques plus communautaires et donc comme un mécanisme d'accompagnement de la construction de ces politiques.
Nous avons évoqué cette possibilité qui évidemment soulève de nombreuses questions techniques, mais nous constatons aussi que l'institutionnalisation de la coalition de volontarisme, elle est à l'ordre du jour de beaucoup d'interlocuteurs qui ne manquent pas de poids. Le nouveau gouvernement allemand, dans son programme, ouvre la porte à une démarche de ce type. Enrico Letta, qui joue un rôle éminent dans la politique italienne, outre son rôle de président de l'Institut Jacques Delors, défend avec vigueur l'idée d'une intégration différenciée pour débloquer la négociation sur le pacte de l'immigration et de l'asile. D'ailleurs, il le défend aussi sur les questions de l'état de droit. Et donc, bon, peut-être cette approche n'est pas totalement incompatible avec ce que propose la présidence française aujourd'hui, parce que quand on essaie de comprendre ce que sera cette approche graduelle ou pas à pas qu'elle propose, elle n'exclut pas du tout qu'il faille à un moment donné, sur certaines des étapes, progresser à titre expérimental avec certains États membres seulement et tester cette formule avec ceux qui seront politiquement prêts à en assumer la charge, le coût, si coût en termes de solidarité il peut y avoir. Deux dernières considérations, je conclurai par là. Premièrement, je viens de prononcer le mot solidarité. Ce qui me frappe jusqu'au dépôt des propositions de la présidence française, c'est que pendant l'année et demie qu'ont duré les négociations sur le pacte, on n'a pas un instant abordé les mécanismes de solidarité tels qu'ils avaient été proposés par la Commission. Cet équilibre particulier entre relocalisation, solidarité financière et ce fameux parrainage sur le retour n'a jamais été abordé en tant que tel. Il faudra y revenir à un moment donné, parce qu'après tout, si on est là, c'est bien parce que se pose un énorme enjeu de solidarité. Deuxième remarque, je suis, comme beaucoup d'autres, très inquiet parce que je qualifierais d'une sécurisation, mon Dieu, quel néologisme dangereux, croissant de la politique migratoire. C'était une tendance lourde jusqu'à présent, mais aujourd'hui, plus personne, en tout cas parmi les leaders politiques de l'Europe, n'hésite à faire de la question migratoire un enjeu de sécurité avant tout. Ce qui est une perversion grave, ce qui est un risque sérieux qui peut se traduire par des comportements et des pratiques institutionnelles aléatoires que l'on pense par exemple à la manière dont a été gérée l'ainsi appelée crise à la frontière avec la Bélarus. L'autre jour, en y réfléchissant, je me disais que par rapport à ce qui fut à un moment donné la protection temporaire face à des situations particulières, on en vient à une situation où, face à des situations particulières, on est dans un scénario de baisse temporaire de la protection. Je terminerai parce que, voilà, cette sécurisation contribue encore davantage à la pollution mutuelle de débats sur, d'une part, l'asile, la protection internationale et nos obligations en matière de protection internationale, d'autre part, cette respiration qu'évoquait Jérôme tout à l'heure, c'est-à-dire à une approche décontractée et proactive des questions migratoires, et puis enfin et ensuite l'enjeu qui reste essentiel de la libre circulation et de la consolidation de cet acquis à travers l'espace Schengen. Tant qu'on ne parviendra pas à faire une distinction claire tout en acceptant les interrelations entre ces enjeux, on restera dans la situation extrêmement inconfortable qui est la nôtre pour l'instant, extrêmement inconfortable en termes de définition d'agenda politique clair et extrêmement inconfortable en termes de discours sur la valeur humaine de la migration aujourd'hui. Voilà, merci pour votre attention et désolé d'avoir été un peu long. Merci beaucoup Jean-Louis donc pour ces explications particulièrement claires. Et je vais en profiter du coup pour rebondir sur l'intégration différenciée dont vous parliez, en posant peut-être une première question pour ouvrir du coup le bal sur cette coopération, en gros cette intégration différenciée qui supposerait une coopération entre plusieurs États qui se regrouperaient sur un même socle de valeurs. Je me demandais déjà quelle chance ont de telles négociations d'aboutir entre quelques États. Je prendrais par exemple l'exemple d'une sorte d'accord de la Valette bis qui avait été négocié
l'été dernier, de mémoire, entre la France, l'Italie et l'Allemagne sur le sauvetage en mer. Et on voit que déjà, ce sont des négociations qui peuvent durer longtemps quand on parle seulement entre 3 États membres. Donc, quelle chance d'aboutir, vous voyez, pour cette intégration différenciée, quand même à 3, c'est déjà difficile. Est-ce que je peux prendre la place de Jean-Louis pour lui laisser le temps de réfléchir? Alors, Benjamin, vous citiez La Valette, à laquelle, par exemple, l'Allemagne n'a pas coopéré longtemps, mais il y a d'autres exemples de coopération partielle sur les débarquements en mer depuis 3 ou 4 ans, et dans lesquels l'Allemagne était bien présente. Donc, je crois qu'il existe bien entre les pays de première entrée et, je dirais, les pays continentaux, en excluant ceux du groupe de Visegrad, une collection suffisante de pays, 8 à 9, qui jusqu'à maintenant, grosso modo, ont porté l'essentiel, 80% du poids effectif de l'accueil du traitement des demandes d'asile. Ce ne sera pas difficile de le montrer, nous l'avons fait dans un premier rapport de l'Institut Jacques Delors. Avec ces pays, et en s'appuyant sur l'expérience concrète de la coopération sur le terrain. Alors, je pense de nouveau à La Valette, où sur le terrain, effectivement, les différents offices nationaux d'instruction de l'asile ont coopéré de manière assez informelle, pratique, pragmatique, pour savoir comment au mieux répartir entre les pays parties prenantes à cet accord de relocalisation les personnes débarquées ou en attente à Malte, en tenant compte aussi de leurs besoins et de l'appréciation des capacités respectives des différents pays. Ça a très bien marché. Si on s'appuie directement sur les opérateurs, et là je pense, j'ai mentionné les agences nationales de l'asile, si effectivement l'agence européenne de l'asile qui existe maintenant est dotée de moyens qui permet de faciliter cette coopération, il ne serait pas trop difficile de mettre en œuvre avec plus que 3 ou 4 pays, il faut au minimum que l'Italie, l'Espagne, les pays de première entrée en fassent partie, des solutions qui combineraient davantage de solidarité et en même temps davantage de rigueur du point de vue des procédures d'accueil et de sélection à la première entrée. J'insiste sur le fait qu'il existe de fait un groupe d'États conséquents ayant déjà pris en charge la majorité de l'action de l'asile, et de l'autre, il existe aussi une expérience de terrain qui n'a pas été complètement mobilisée. Merci Jérôme. Et je vais commencer du coup à prendre les premières questions des spectateurs et peut-être même rebondir sur la première que je vois. C'est quelqu'un qui nous demande s'il sera un jour possible pour les institutions européennes de penser la migration dans sa globalité et de ne pas répondre coup par coup à des crises arrivées de 2015, tension à la frontière Bélarus. Et j'en profite pour ajouter peut-être un aspect à cette question, c'est celui de, quand on voit les tensions à la frontière Bélarus, la dimension extérieure, qui est peut-être du coup une des seules sur lesquelles les États arrivent plus ou moins à s'entendre dans les négociations sur le pacte. Et sur ce volet-là, donc peut-être une deuxième question qui rejoint celle que je viens de poser. Quelle durabilité des accords avec les pays tiers, comme l'accord avec la Turquie, par exemple, qui est entré en vigueur il y a bientôt 6 ans maintenant? Jean-Louis, tu veux prendre le relais? Mais je vois que Yves Pasco souhaitait intervenir. Je lui passe la parole et puis je reviendrai ensuite. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Je vous remercie de me permettre d'intervenir dans la discussion. Je vous remercie aussi pour la qualité de cet échange. Je me permettrai simplement de revenir sur la difficulté de mettre en œuvre cette question de la coopération renforcée, parce que je crois qu'elle est possible dans des domaines limités. Vous avez mentionné la question de la réinstallation et du sauvetage en mer. Elle me semble être beaucoup plus compliquée, notamment lorsqu'on est en lien avec les questions de Schengen. Et je voulais intervenir pour préciser un point ici, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit préalablement. Sans Dublin, il n'y a pas de Schengen, et sans Schengen, il n'y a pas de Dublin. Néanmoins, rappelons-nous toujours et de manière régulière que Schengen, c'est un instrument du marché intérieur.
Et si on n'a pas ça à l'esprit, on n'arrive pas à comprendre pourquoi il est difficile de modifier Schengen et à tout le moins de le mettre sous le sceau de la coopération renforcée. Je vous rappellerai simplement la définition du marché intérieur qui figure dans les traités, qui est que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Autrement dit, demain, si on ne parvient pas à assurer le fonctionnement normal de Schengen, c'est aussi le marché intérieur qui est mis en cause. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut véritablement être attentif à toute question qui touche à Schengen parce que, in fine, c'est un instrument qui sert à la réalisation et au fonctionnement complet du marché intérieur. Merci. Je ne sais pas du coup si je reprends avec la question que j'avais posée avant, si Jean-Louis ou Jérôme veut répondre. Je peux tenter de répondre et aussi rebondir sur ce que vient de dire Yves. Donc, depuis 2015-2016 et même avant, l'Union européenne pense essentiellement la migration ou aborde essentiellement la migration sur le mode de la gestion de crise. Beaucoup avaient défendu l'idée selon laquelle, une fois, entre guillemets, résolue la phase de crise des années 2015-2016, on allait revenir à un mode opératoire, entre guillemets, normal, et que cet retour à l'étiage, en quelque sorte, allait permettre une discussion approfondie entre adultes sur les questions migratoires. L'état de délabrement de la négociation sur le pacte nous prouve le contraire et les réactions épidermiques éthiquement inacceptables auxquelles nous avons assisté après la chute de Kaboul et après ou à l'occasion de la crise à la frontière avec la Bélarus nous démontrent que ce mode de crise est toujours actionné. Donc, ma réponse initiale à la question posée par le spectateur serait de dire ça me paraît très compliqué, ça me paraît extrêmement compliqué. Alors, nous devons aussi tenir compte, je ne l'ai pas évoqué, mais malgré tout, le fait que les questions migratoires restent une des préoccupations majeures dans le chef des opinions publiques européennes et un des domaines dans lesquels ces opinions publiques attendent davantage d'Europe. Ce que ça veut dire, personne ne le sait. On le saura peut-être à l'issue de la conférence sur le futur de l'Europe, parce que envers et contre tout, le sujet de la migration est à l'ordre du jour de la conférence. Le rapport final sera déposé le 9 mai prochain et il y aura là-dedans un certain nombre de recommandations qui seront liées à la question migratoire. Et les institutions européennes, la Commission en tête, la Commission la première, ont affirmé haut et fort qu'elles allaient tenir compte de ces recommandations et qu'elles allaient prendre position systématiquement par rapport au rapport final de la conférence sur le futur de l'Europe. On verra ce qu'il en sortira. Alors, Yves, par rapport à ton intervention, j'ai quand même quelques doutes par rapport à ce que tu dis. Parce que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 2 ans de la pandémie et encore aujourd'hui? C'est qu'on a démontré que le marché intérieur pouvait parfaitement fonctionner alors que la libre circulation des personnes était rendue impossible par le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures pour des raisons sanitaires. Il y a eu une petite crainte au départ, on a aménagé les fameux couloirs verts, etc. Mais aujourd'hui, nous vivons dans une situation où, encore à l'instant où nous nous parlons, des formalités complémentaires sont imposées pour voyager entre certains États membres. On n'est plus véritablement dans une situation de rétablissement provisoire des contrôles aux frontières intérieures, quoique, et on retiendra aussi que les rétablissements des contrôles aux frontières intérieures, on les a connus longtemps avant le début de la pandémie et jamais cela n'a empêché le bon fonctionnement du marché intérieur. Donc, j'entends ton argument, Yves, on aura certainement l'occasion d'avoir des discussions passionnantes entre nous à ce propos-là, mais je ne suis pas absolument certain qu'il constitue un obstacle insurmontable à l'idée d'une intégration différenciée pour ce qui concerne les aspects liés à la libre circulation des personnes. Et attention, quand on parle de libre circulation, on ne parle pas de liberté d'établissement. Celle-là reste complètement en dehors du champ de notre discussion. Merci.
Merci à vous, Jean-Louis. Deux questions maintenant. Donc peut-être déjà une sur l'agence Frontex. On nous demande si une réforme de l'agence Frontex, une troisième, est nécessaire pour mieux protéger nos frontières et respecter les droits fondamentaux des migrants. Doit-on lui donner encore plus de moyens? Et seconde question, sur comment ou faut-il repenser le système Schengen. Enfin, je crois que Jérôme voulait répondre. Oui, alors il ne faut pas se choquer de ce que l'agence Frontex fasse l'objet d'ajustements et de réformes successives. Elle a connu une croissance exceptionnelle en termes d'effectifs et même d'effectifs propres depuis 2016. Et comme c'est le cas lorsque certains organes européens se développent rapidement, on avance en marchant et on constate qu'il peut y avoir des choses qui avaient été mal conçues, et particulièrement dans la clarté de la gouvernance de Frontex. Pour l'instant, Frontex a un peu de mal à recruter les 10 000 agents de force qui doit le constituer, mais surtout, il a éprouvé des difficultés dans le manque de clarté entre les missions qu'il doit accomplir sur le terrain, qui parfois demandent de l'improvisation, et le mandat qui lui est donné. Et là, on est typiquement dans le défaut congénital des agences européennes, c'est-à-dire qu'elles sont sous le pilotage d'un consortium d'États membres, qui sont tous présents dans son conseil, mais en même temps, sur le terrain, il faut agir et agir vite, et parfois dans des conditions compliquées, puisqu'il faut le faire en coopération avec des agences nationales, les gardes-frontières nationaux qui ont leur culture et leurs prérogatives. Alors, moi, je pense que Frontex reste un outil majeur, que c'est dans le cadre communautaire, c'est-à-dire avec notamment le contrôle du Parlement, que sera le mieux assurée la clarification de sa mission. C'est une agence, donc ce n'est pas à Frontex de définir les politiques de l'Union, mais de les appliquer. Donc le devenir Frontex passe par une bonne application des politiques de l'Union, la clarté, notamment le passage de règlement à de directives, et aussi je dirais petit à petit à l'usage, la familiarisation entre les agents Frontex et les agents nationaux. Je termine. Frontex a été accusé, et on ne sait pas la portée de ces accusations parce que les enquêtes ne sont pas toujours bien diligentées, de ne pas respecter les droits humanitaires fondamentaux. Ça, c'est un point clé. Frontex doit s'y soumettre, et le fait qu'il y ait maintenant au sein de Frontex des agents vraiment chargé uniquement de ce respect des droits est capital, car encore une fois, nous sommes sur une tension de valeurs. Oui à la sécurité, oui à des gardes-frontières européens qui agissent au nom de l'Union européenne, mais non au fait que ces gardes-frontières puissent éventuellement être complices d'actions de pushback voire même d'exaction. Alors, sur la réforme de Schengen, pardon, oui, de Schengen. Sur la réforme de Schengen, le mal de Schengen, il est dans l'application. Je crois que pour le coup, on a un code Schengen qui a été très sérieusement enrichi et défini, et la principale défaillance, c'est que lorsque des États l'appliquent mal, soit qu'ils ne respectent pas correctement les procédures de filtrage et de contrôle, soit qu'ils ne mettent pas en place des moyens suffisants en termes de force de police, la discipline est mal appliquée. Donc, la question de la gouvernance de Schengen, c'est comment est-ce que c'est la Commission, normalement, qui doit faire appliquer cette discipline au besoin en procédant à des sanctions? Comment faire en sorte que les évaluations soient plus rapides et publiques? Est-ce que c'est la communauté des ministres de l'Intérieur? C'est un peu vers ça que la France s'oriente, en donnant plus de poids au Conseil des ministres, en l'obligeant à se réunir régulièrement, voire tous les mois, comme le Conseil des ministres des Finances, pour constater si oui ou non des progrès ont été faits. Il y a là une interrogation. Idéalement, il me semble qu'à terme, un contrôle intergouvernemental du fonctionnement de Schengen, l'application de sanctions à l'égard des pays qui ne respectent pas leurs obligations, peut difficilement être laissé au Conseil des ministres. On voit mal comment les pairs pourraient se soumettre eux-mêmes. Qu'aujourd'hui, il y a une certaine reprise en main, on peut le concevoir, mais il faut qu'il y ait un juge indépendant, et c'est normalement le rôle de la Commission en tant que gardienne des traités. Merci beaucoup, Jérôme. Peut-être une nouvelle question.
Parce que du coup, vous disiez oui à la sécurité, oui aux gardes-frontières européens. Et dans ce cadre-là, que penser des mesures exceptionnelles qui ont été proposées récemment par la Commission pour aider la Pologne, la Lituanie et la Lettonie à faire face à la pression que met le Bélarus sur leurs frontières? Qui préfigure peut-être un peu ce qu'il y a. Je ne sais pas ce qu'en penseront Yves et Jean-Louis, mais nous avons eu l'occasion de délibérer entre nous de ces décisions d'élargissement des marges de manœuvre, parce qu'au fond, c'est de ça dont il s'agit. La Commission a précisé que les États concernés, et spécialement la Pologne, pouvaient utiliser au maximum les marges que leur donnent les paramètres qui guident notamment les durées affectées au contrôle et les garanties données aux personnes contrôlées. Et nous avons constaté qu'à notre avis, il n'était pas nécessaire de recourir à ce durcissement systématique de toutes les normes. C'est un signal qui n'est pas bon, qui est donné au fait que la seule façon de se protéger contre effectivement des manipulations qui sont inacceptables, ce serait encore de resserrer les contrôles. On pourrait investir davantage dans la présence humaine. C'est ça la vraie réponse à terme à la question de ces manipulations. Merci Jérôme. Je vais peut-être maintenant vous laisser conclure, Jérôme, Jean-Louis, ce webinaire. Je redonne la parole à Jean-Louis et aussi, s'il le souhaite, à Yves, qui n'a pas eu beaucoup l'occasion de le faire. Oui, en effet. Bon, Yves, je te laisse la main et puis je reviendrai ensuite. Oui, merci. Juste un petit point. Je vous remercie de cette vision panoptique, un exercice assez compliqué compte tenu de l'étendue de la matière. Et merci d'avoir rappelé que le pacte s'inscrit dans une réflexion beaucoup plus large. Je souhaiterais simplement ajouter dans cette réflexion qu'il faut aussi que l'on garde à l'esprit toute l'étendue du travail que l'on réalise, parce que c'est un travail qui constitue essentiellement à créer du droit. Or, le droit ne peut valablement créer ses effets que s'il est effectivement appliqué. Et à la vision panoptique, je voudrais aussi ajouter la vision verticale, c'est-à-dire comment est-ce que le droit de l'Union européenne est reçu sur le territoire et appliqué sur les territoires par, en France, les préfectures, les juridictions administratives, les avocats. Et là, on a un grand défi, le double défi de continuer à indiquer et à former l'ensemble de ces acteurs relativement à l'existence de ce droit, qui est un droit qui formule des obligations aux États et crée des droits pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les migrants, et s'attacher aussi à éviter de modifier de manière régulière les règles, créer éventuellement des usines à gaz. La proposition de règlement de procédure d'asile est un exemple d'une usine à gaz qui est en train d'être créée, voire même un Frankenstein juridique, et dont on est quasiment assuré demain que ce texte-là ne sera pas appliqué. Donc, modifier les règles pour modifier les règles, ça peut être intellectuellement et politiquement intéressant. La réalité, c'est que nous nous adressons aujourd'hui à une matière qui touche aux droits fondamentaux des individus et aux valeurs de la construction européenne. Gageons que les règles que nous nous donnons ensemble soient effectivement appliquées, et ça, je renvoie aux propos qui ont été tenus par Jérôme, mais aussi prenons garde de ce que le cadre juridique que nous créons, qui est respectueux pour l'instant encore des droits fondamentaux, puisse être effectivement appliqué pour le bien-être à la fois des démocraties et des personnes pour lesquelles ce droit est créé. Merci beaucoup, Yves. Jean-Louis, vous voulez ajouter un mot? Oui, je suis très heureux d'avoir laissé la parole à Yves parce que sa remarque est absolument fondamentale et j'y souscris complètement. C'est clairement aussi un des principaux messages du rapport que nous vous avons présenté pendant ces quelques minutes. Sur deux points qui ont été évoqués vers la fin de notre débat, les agences, tout à fait d'accord avec ce que Jérôme a dit, mais je rappelle, et d'ailleurs nous l'écrivons dans notre papier, que les agences, ce sont des outils. Ce sont des outils au service de politiques, et que si les politiques sont mauvaises ou inexistantes, ce n'est pas la qualité des outils qui va permettre d'y remédier.
J'ajoute qu'on peut aussi, puisque de toute façon aujourd'hui de nouvelles solutions et des solutions innovantes, voire audacieuses, sont appelées par beaucoup, on peut aussi envisager d'arriver à terme à une complète communautarisation du contrôle à la frontière extérieure, c'est-à-dire à s'en remettre complètement à un service centralisé de contrôle aux frontières extérieures, exactement comme certains ont évoqué la possibilité pour l'Agence européenne de l'asile de devenir un véritable organe décisionnel en termes de reconnaissance de formes de protection internationale pour certains contingents particuliers de demandeurs de cette protection internationale. Ce n'est pas nécessairement de la politique fiction, mais il faut garder cette idée à l'esprit. En dernière considération, à propos de ces mesures dites exceptionnelles, je ne peux que souscrire à ce que Jérôme disait. Je suis extrêmement inquiet, et j'ai tenté de l'expliquer dans mon intervention précédente, de cette dérive. Bon, on s'est focalisé sur la situation à la frontière avec la Bélarus, et puis la Commission vient de déposer des propositions qui tendent à généraliser ce type de mesures en cas d'instrumentalisation de la question migratoire. Bon, je rappelle quand même en passant qu'on a connu une crise géopolitique de ce type à la frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie quelques jours avant la décision de premier confinement au niveau européen. Je rappelle en passant les tensions qui ont opposé à un moment donné le Maroc à l'Espagne autour de l'enclave de Ceuta et Melilla. Donc, on n'aura pas toujours à appliquer ces mesures avec un très antipathique M. Loukachenko de l'autre côté de la frontière. Or, que traduisent ces mesures? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que ceux qui vont en définitive payer le prix de la crise géopolitique, ce sont les migrants, ce sont les demandeurs de protection internationale, bien entendu, puisque en élargissant les facultés laissées aux États membres, en tirant au maximum les marges de manœuvre laissées par les directives à l'heure actuelle, on en arrive objectivement à une baisse du niveau de protection, à une baisse du niveau de protection potentielle. Et donc, je peux que renforcer ce que Jérôme disait, on est passé d'une situation de protection temporaire à une situation de diminution temporaire du niveau de la protection, ce qui en tant que tel est révélateur d'une inversion des perspectives. Ce n'est qu'un exemple, mais on voit malheureusement des exemples de ce type se multiplier à l'heure actuelle, d'où le rappel essentiel et crucial qui était celui de Yves il y a un instant et qui est celui du rapport, de retour aux droits, aux valeurs et à l'humain. Merci de m'avoir invité à participer à cette présentation. Oui, mais merci à toi, Jean-Louis, et à Yves. Je crois que nous avons eu entre nous des débats qui sont tout à fait illustratifs de ce qui structure, qui tisse le travail de notre groupe. Nous ne sommes pas homogènes, nous essayons de construire ensemble et d'écouter de l'expérience des uns et des autres. Je voudrais terminer cet échange en me rappelant des propos de Jacques Delors lorsqu'il était confronté à des difficultés très grandes ou des intérêts majeurs et ou des difficultés même de compréhension par l'opinion publique étaient en jeu, et c'est le cas des questions que nous venons de soulever, et où en général il s'efforçait de ramener cette complexité à des points essentiels. Alors, je pense que les points essentiels que nous avons soulevés est celui de la congruence entre la mise en place, la formulation des politiques et du droit, et d'autre part, les valeurs et les principes auxquels ils s'enracinent. Il y a là une boussole qui est claire. Mon second point, et qui sera plutôt un point d'espoir, c'est de constater que les tendances vers lesquelles va le droit communautaire depuis Tampere, pour constituer un espace européen commun de l'asile, sont plutôt des tendances à la convergence, même si les modalités d'application laissent désirer. Au fond, l'espoir de ceux qui ont fondé la perspective d'une politique d'asile vraiment commune et d'un espace européen de gestion collective et solide de la frontière extérieure, c'était qu'à terme, il n'y ait qu'une seule politique d'asile, une politique véritablement européenne. Je crois vraiment que cela n'est pas démenti par ce que nous constatons. Simplement, on voit que sans doute ça ne pourra pas se faire avec 27 États membres. Il faudra en passer par des étapes intermédiaires dans lesquelles certains devront mouiller davantage leur chemise, quitte à ce que corrélativement l'accès aux libertés ne soit pas exactement le même. Je pense qu'il faut créditer la présidence française d'avoir cherché à sortir du blocage où nous sommes, et on n'exclut pas du tout qu'une telle approche puisse permettre à terme, avec les présidences suivantes, déboucher sur un accord partiel, mais un accord solide où responsabilité
et solidarité seront vraiment liés l'un à l'autre et permettront de sortir de cette gestion de crise. Merci Jérôme et merci bien sûr à Jean-Louis et à Yves d'avoir du coup partagé ces réflexions et ces interventions. Avant de clore ce webinaire, je vais vous remercier également à vous à distance de l'avoir suivi. Je vous rappelle qu'un enregistrement sera disponible et qui vous sera envoyé par mail. Et je vous invite également à suivre les activités du groupe de travail et de l'Institut en général sur Internet, sur nos réseaux sociaux. Je pense qu'on peut y aller. Et donc, merci beaucoup de l'avoir suivi et à bientôt.